Bonjour. Nous avons ici à l'Institut Egmont, nous avons partie des participants qui sont avec nous dans la salle, une partie qui est en ligne. Euh, je crois que c'est un grand honneur pour nous, pour l'Institut Egmont et pour nous tous, de pouvoir accueillir chez nous M. Patient Ligodi, qui est un des très grands noms du journalisme au Congo et qui, avec son équipe, qui a fait un travail absolument impressionnant avec le site Actualité CD. Donc, un travail impressionnant en termes de contenu, en termes de véracité de l'information, d'objectivité, de mise en forme qui est vraiment qui est au top comparé avec beaucoup d'autres sites, parmi les multiples sites qui existent au Congo. Je crois vraiment que c'est l'occasion de le féliciter, lui et son équipe, pour le niveau de travail qui a été accompli depuis des années, je crois depuis 2016, à la création de Actualité CD. Lui-même, pour le présenter très brièvement, est originaire de Goma, mais il est devenu quinois par adoption, par tout le travail qu'il a fait pendant des années dans la capitale du Congo. Et il n'est pas seulement journaliste, mais aussi professeur à l'IFASIC à Kinshasa. Et il est aussi chercheur parce qu'il vient de publier un livre qui s'appelle Pollution de l'information, qui traite d'un sujet, je crois, auquel nous sommes confrontés du matin jusqu'au soir, notamment les fake news, donc les nouvelles fabriquées pour pour une raison ou d'une autre. C'est un livre qui a été édité aux éditions Mabiki qui sont basées à Wavre, qui ont été commencées par le professeur Sene Mongaba et qui, depuis de très longtemps, font aussi un travail absolument remarquable dans le monde de l'édition en français et en langue congolaise. Euh, le livre même, Pollution de l'information, si je peux me mettre une note personnelle, c'est un livre excellent. Je vous conseille à tout le monde de le lire, de l'acheter. Vous pouvez le consulter sur le site www.mabiki.net. C'est là qu'il y a le point de vente. Voilà. Maintenant, Monsieur Pascal Ligodi, merci beaucoup d'être venu. Merci d'être avec nous parce qu'il fait un très bref voyage en Belgique et en France et on a eu la chance d'encore pouvoir l'inviter chez nous. Merci beaucoup. Ouais, je me permets de me mettre debout juste parce que pour une meilleure convivialité, pour vous éviter notamment de tourner la tête. En fait, mon nom, comme l'a dit Eric, je suis Patient Ligodi, je suis journaliste basé à Kinshasa et je travaille pour Actualité.cd et pour Radio France Internationale et particulièrement sur des questions politiques et des questions sécuritaires. Et l'idée de faire cet ouvrage m'est venue notamment parce que nous, quand on a commencé Actualité.cd en 2016, c'était en plein contexte électoral et il y avait un grand débat politique sur comment on arrête le troisième mandat de Joseph Kabila. Et il y avait là des médias qui étaient très polarisés, opposition, majorité. Et comment faire en sorte d'avoir une voix qui serait plutôt une voix neutre, disons au milieu, qui permettrait à la société civile, au mouvement citoyen de pouvoir s'exprimer. On était très loin de savoir que plus tard, on aura plus tard. Maintenant, le travail qui a été fait avec Actualité.cd nous a donné quelques expériences pour arriver notamment à écrire ce bouquin, puisque c'est également l'expérience de 7 ans d'Actualité.cd, mais aussi l'expérience de ce que j'observe dans la société, que ce soit dans mon pays, la RDC, que ce soit dans le monde. Donc, ce que j'ai vu maintenant présenter, c'est en même temps mon expérience personnelle, mais en même temps ce que j'ai vécu en tant que journaliste, mais aussi ce que l'on voit à travers le monde, à travers notamment les grands défis qui se posent à nous en tant que journalistes, mais aussi en tant que citoyens. Donc déjà, quand on parle de la pollution de l'information, euh, déjà quand on parle de la pollution en soi, c'est la présence de substances toxiques que l'on peut avoir dans l'atmosphère. Et en ce qui concerne l'information, c'est la même chose. Imaginez-vous, on est dans cette salle, vous voulez écouter M. Keynes,
mais il y a plusieurs bruits dans la salle, vous avez la difficulté de pouvoir vous concentrer sur ce que M. Keynes dit. C'est la même chose qu'on voit également sur les plateformes numériques où vous avez tout le monde qui a accès à Internet. Ici, peut-être vous n'avez pas, vous ne percutez pas, vous n'avez peut-être pas l'impact qu'Internet a eu sur l'information, mais dans nos pays, en Afrique particulièrement, quand on prend la dizaine d'années qu'on a passées, on a vu un grand changement dans l'écosystème de l'information avec l'émergence déjà en 2006 de ce qu'on appelle le mouvement citoyen qui n'avait pas comme rendez-vous principal de l'information le 20 heures de la télévision nationale, mais essentiellement les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram et consorts. Et ça, nous, on a vécu ça. Et on a vécu également la période avec Joseph Kabila qui ne comprenait pas ce que c'était qu'Internet. Donc, le premier réflexe qu'il avait, c'était de couper Internet parce qu'il ne comprenait pas. Il y avait un gros flux d'informations qui remontait particulièrement de la diaspora congolaise pour occuper l'espace public en République démocratique du Congo particulièrement. Et donc, les médias principaux, les médias classiques n'arrivaient plus à pouvoir occuper l'espace public comme ils occupaient avant l'apparition justement d'Internet, avant l'apparition de ce qu'on appelle les infomédiaires, qui sont, on va dire, les intermédiaires de l'information, qui sont Facebook, Twitter, Google et les autres. Et le travail qui est fait, c'est de nous poser à nous la question en tant que journalistes, quel est maintenant notre rôle dans un contexte où on a plusieurs voix qui viennent de partout et tout le monde a la capacité de parler, où la voix ou la parole d'un prix Nobel de la paix peut être contredite par n'importe qui dans la rue, ainsi de suite. Là, on a vécu pendant la période de Covid en RDC particulièrement. Et donc, cette pollution de l'information se manifeste particulièrement à travers ce qu'on appelle l'économie de médias, de plateformes numériques, qui est en fait une économie de l'attention qui est très, très différente de l'économie des médias classiques, qui sont des médias qui sont d'abord orientés vers le journalisme. Or, ce que les plateformes numériques nous rapportent, ce n'est pas forcément de l'information journalistique, mais c'est plutôt une économie qui tourne autour de ce qu'on appelle les bulles informationnelles au travers des algorithmes qui font en sorte que si moi je suis proche, moi j'adore le Real Madrid, j'aime le football, quand je vais sur TikTok, ce que TikTok va me remettre, me redonner, c'est essentiellement du contenu autour du Real Madrid, autour du football. Si je déteste tel camp politique, j'aurai essentiellement du contenu qui va renforcer plutôt mon dégoût vers un camp politique. Et conséquence, vous avez comme ça de bulles informationnelles qui sont nées et des pièges qui sont, on va dire, constitués dans lesquels se placent des individus en fonction de leurs affiliations, en fonction notamment de ce qu'ils considèrent comme étant bien pour eux. Et ces algorithmes fonctionnent notamment en utilisant ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont ces dispositifs mentaux que nous avons qui font en sorte, par exemple, pour ce qui est de biais de confirmation, de se sentir beaucoup plus à l'aise avec du contenu informatif qui conforte nos positions en tant que citoyen ou en tant que fanatique de X ou d'Y. Et donc, quand on prend ces algorithmes tels qu'ils se développent, on regarde les prédispositions que nous avons avec nos biais cognitifs, les tout forment des prisons dans lesquelles on peut retrouver des personnes et qui font en sorte que nous avons des sociétés qui sont, on va dire, polarisées, où ceux qui sont convaincus d'une chose ne sont pas aptes à discuter de manière plus ou moins équilibrée avec d'autres personnes. Donc, les buts, justement, de cet ouvrage, c'est d'arriver à établir ce que c'est que ces contextes où la pollution de l'information est à son paroxysme par rapport à ce qu'on avait à l'époque avant l'arrivée d'Internet et arriver à interroger les journalismes sur quelle est la pertinence du journalisme tel qu'il s'applique aujourd'hui dans nos pays respectivement, au Congo particulièrement. Est-ce que nous sommes encore pertinents? Est-ce que ce que nous donnons comme information, ça correspond plus ou moins au contexte dans lequel nous vivons? Alors, ce contexte-là, il est mondial. Comme le dit le sociologue canadien Marshall McLuhan, nous sommes dans un monde qui est dans un village planétaire et ce village planétaire fait en sorte que nous sommes très interdépendants. Et cette interdépendance
a été également remarqué par la dernière réunion de Davos, comme le Forum économique mondial, qui fait en sorte notamment de faire une analyse sur les principaux risques globaux dans le monde. Et la dernière réunion de Davos détermine deux principaux risques globaux qu'on va avoir ces 2 dernières années. Il y a notamment les climats, les climats qui devraient davantage être extrêmes, mais en deuxième position, vous avez la situation de la désinformation et de la mésinformation à travers le monde, propulsée notamment par l'intelligence artificielle. Ça, c'est pour montrer la situation globale à travers le monde, et on le verra davantage, particulièrement dans les contextes africains, que ces deux possibilités, donc les climats qui deviennent davantage compliqués à gérer et la désinformation et la mésinformation sont également, on va dire, des principaux risques qu'on peut retrouver sur les continents. Et pour rester dans votre continent, vous voyez notamment tous les combats que vous avez avec, d'abord, on a eu la guerre en Ukraine, et ça fait remonter des concepts qu'on n'avait pas l'habitude particulièrement de connaître, notamment les concepts de l'ingérence numérique étrangère, qui fait en sorte que certains pays arrivent à pouvoir s'organiser pour se protéger contre ce qu'on appelle ces phénomènes inauthentiques qui affectent les débats publics numériques. Et ces phénomènes inauthentiques qu'on appelle ingérence numérique met en exergue particulièrement des risques qu'on a par rapport aux intérêts fondamentaux de nos pays, de nos nations, mais aussi la prolifération de tous les contenus inexacts ou trompeurs qu'on peut retrouver ça et là sur Internet, les tout avec notamment un boost qui est fait à travers les plateformes numériques avec une diffusion artificielle et parfois automatisée, massive et délibérée. Et ici, le plus important, c'est notamment d'arriver à déterminer qui sont ces acteurs qui sont derrière leurs ordinateurs et qui peuvent affecter plus ou moins les débats publics numériques au travers notamment de cette diffusion massive et artificielle automatisée de contenus qui peuvent être considérés comme des attaques informationnelles. Vous l'avez vu, hein, particulièrement ici en Occident. Là, aux États-Unis, vous avez cette plateforme qu'on appelle la NewsGuard qui permet de faire un travail de recensement de tous l'écosystème de l'information. Vous avez l'année dernière, ils avaient fait ce travail pour vérifier les sites Internet qui sont propulsés par l'intelligence artificielle et qui sont essentiellement alimentés par l'intelligence artificielle. L'année dernière, on était dans leur contexte à environ, pas beaucoup, en tout cas 37 sites qui sont propulsés par l'intelligence artificielle, mais juste cette année, on est arrivé à 790 sites Internet qui sont, on va dire, essentiellement donnés ou encore alimentés par l'intelligence artificielle. Ça encore, ça change dans l'écosystème de l'information qu'on a l'habitude d'avoir, où on avait des mastodontes de l'information comme les médias, Le Monde, Libération, CNN et consorts. Maintenant, ces médias-là ont de la concurrence qui est, on va dire, propulsée par l'intelligence artificielle dans les buts, comme on l'a dit tantôt, de faire ce qu'on appelle l'ingérence informationnelle. Vous avez vu aussi dernièrement en France avec toutes ces attaques qu'on a pu remarquer avec des sites d'information qui ont été détournés par notamment certaines puissances étrangères comme la Russie avec des sosies numériques. C'est l'exemple, par exemple, qu'on peut trouver avec votre journal, le journal Le Soir, qui est un journal belge. Vous aurez un acteur étatique étranger qui clonerait ces sites-là, qui présenterait sur le plan graphique un site qui ressemblerait plutôt au Soir et qui proposerait de contenu qui irait dans le sens de pouvoir orienter ou désorienter le public. Et le tout dans une grande campagne, notamment de la désinformation. Ça, c'est sur le plan international. Et chez nous, en République démocratique du Congo, c'est le cœur d'ailleurs de notre ouvrage, on remarque également cette prévalence de cette guerre de l'information, une guerre de l'information qui rentre dans un contexte général qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride a cette particularité des pouvoirs n'est pas simplement considérer la guerre qui se mène avec des armes classiques qu'on connaît,
pas simplement avec de l'infanterie ou encore avec de l'aviation militaire. La guerre hybride a cette particularité d'intégrer la guerre économique. On le voit notamment à Goma, où vous avez toute une ville de plus de 2 millions d'habitants qui est encerclée et vous n'avez pas d'issue pour notamment faire venir, venir notamment de la nourriture, sachant que Kivu et le Goma ne peut vivre que de Rutshuru, notamment de Nyiragongo et tous les greniers qu'il y a autour. Alors, mener une guerre économique dans ces contextes-là arrive à isoler plus ou moins la ville, à asphyxier la ville, de sorte qu'il y a une grosse tension qui naît dans cette ville-là. Et cette guerre hybride, particulièrement dans cette partie du Congo, se manifeste également par la désinformation. Cette désinformation qui est menée de part et d'autre, que ce soit de la part du gouvernement congolais et aussi de la part du Rwanda qui est, on va dire, derrière le M23. Et particulièrement le Rwanda et le M23 parce qu'ils ont, on va dire, une ascendance et une culture et une expertise dans les technologies de la désinformation que le Congo n'arrive pas encore à pouvoir avoir, mais ça commence à arriver. Particulièrement pour la guerre du M23, vous avez ces 4 principaux acteurs que j'ai pu identifier, que moi j'appelle les micro-acteurs sous-régionaux de la désinformation. Vous verrez par exemple pour le M23, la présence des agences de presse qui ne sont pas des agences de presse. Dans un contexte où l'information publique n'est pas accessible, vous avez par exemple l'agence Rutshuru Presse qui envoie du contenu informatif à certaines rédactions. Et parmi les rédactions qui sont un peu naïves, on ne va pas aller plus loin dans l'analyse, on ne va pas aller plus loin dans la comparaison, où vous verrez que l'on va partager sur les plateformes numériques. Et les contenus, par exemple, de cette agence Rutshuru Presse, et qui n'existe que de nom, vous les reverrez dans un contexte général où vous avez les trolls ou les représentants, enfin des personnes ou des entités qui représentent la galaxie de la désinformation du M23, qui vont relayer ces types de contenus pour en faire, on va dire, ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux des trends, les tendances sur les réseaux sociaux et en taguant plus ou moins de personnalités ou encore des organisations sur le plan international, mais des contenus qui vont vers la désinformation. Et vous avez un deuxième micro-acteur sous-régional que moi j'appelle les presque journalistes. C'est en fait des personnes qui ont été des journalistes par le passé, mais qui aujourd'hui sont rentrés dans une dynamique de la désinformation, de la propagande, qui utilisent leur ancien statut de journaliste parce qu'ils étaient reconnus comme journalistes pour notamment faire la propagande, faire la désinformation sur les réseaux sociaux. On en identifie quelques-uns également dans le bouquin et vous pouvez également le retrouver sur Internet. Et puis, vous avez également des organisations que moi j'appelle la pseudo-société civile, qui est essentiellement composée des extrémistes. Et vous avez, par exemple, là, Maïcha RDC, qui est, on va dire, un ancien de Goma, qui a quitté Goma, qui, je crois, est installé en Allemagne maintenant, qui se considère comme étant membre d'une organisation qu'il appelle Observatoire dans les Grands Lacs, qui fait notamment le travail de la lutte contre l'extrémisme. Mais quand on regarde très bien, ce n'est pas une organisation qui existe, mais c'est l'un de points qui facilite notamment cette promotion de la désinformation dans le monde. Alors, quand on prend ces 4 micro-acteurs régionaux, vous voyez très bien que c'est trop facile de pouvoir, s'ils sont très nombreux, ils vont arriver à pouvoir propulser un certain nombre de contenus et à créer ces tendances-là qu'on peut retrouver sur les plateformes numériques, particulièrement sur Twitter, parce que Twitter est considéré comme une plateforme d'influence comparativement à Facebook, qui est une plateforme très populaire. Alors, ça, c'est en rapport avec la partie sécuritaire. Ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est que la désinformation ou la pollution de l'information RDC peut se catégoriser en 3 axes. Vous avez les premiers terreaux qui est les terreaux sécuritaires, c'est dont on vient de parler. Les deuxièmes terreaux peuvent être considérés comme des terreaux politiques, où vous avez également une grande manifestation de on va dire, d'une sociologie de la désinformation qu'on peut également avoir au niveau politique. Et on l'a vu pendant les élections de 2023, notamment
c'est qu'on n'avait pas vu pendant les élections de 2018 en particulier. En 2023, on a eu, on va dire, une inversion des tendances. En 2018, ceux qui avaient la maîtrise d'Internet et des mouvements sociaux, des réseaux sociaux, c'était particulièrement l'opposition et la diaspora congolaise. Et en 2023, ce qu'on a pu constater, c'est notamment les acteurs politiques puissants qui sont au pouvoir, Félix Tshisekedi et ses lieutenants, mais aussi Moïse Katumbi et ses lieutenants, qui ont non seulement développé des capacités de mobilisation via les médias classiques, mais qui ont inondé les réseaux sociaux, les plateformes numériques de contenu de campagne électorale. Mais cela ne se fait pas simplement en prenant en compte un contenu classique de campagne, mais ça va plus loin dans l'extrémisme. Ça prend tous les éléments de la pollution de l'information. Parce que la pollution de l'information, ce n'est pas que le fake news. La pollution de l'information, c'est les discours de haine, c'est la mésinformation, c'est la désinformation, c'est la malinformation, tous les contenus nocifs qu'on peut retrouver sur Internet. Et la période électorale est une période qui est propice notamment à l'éclosion de toutes ces manifestations de la pollution de l'information. Particulièrement pour ce qui concerne la partie politique, on a vu particulièrement on va dire, une séparation, une manifestation des acteurs qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir et la création de ce qu'on appelle les milices numériques et qui représentent des principaux partis en République démocratique du Congo. Alors, vous aurez d'un côté ce qu'on appelle la talibanie, donc les talibans, qui représentent la mouvance présidentielle, et vous avez de l'autre côté les Pangistanais, c'est comme ça qu'on les appelle, qui représentent, on va dire, ceux qui sont beaucoup plus proches de Martin Fayulu, par exemple, pour ceux qui connaissent le Congo. Et vous avez de l'autre côté Pyongyang, qui représente les adeptes Vital Kamerhe, et vous avez Kashobwe, qui représente notamment ceux qui sont du côté de Moïse Katumbi. Et ces milices numériques-là fonctionnent exactement comme toutes les milices qu'on peut avoir, c'est-à-dire une certaine organisation dans la communication, dans leur façon de s'attaquer ou de faire la promotion de certaines grandes idées en politique. Et on l'a vu particulièrement avec la campagne de quelqu'un qui ne s'était pas très bien préparé pour notamment faire la politique au Congo. On a vu le docteur Mukwege, qui pour certains, pouvait facilement remporter les élections en République démocratique du Congo, mais c'était sans compter avec le contexte général de la pollution de la politique en RDC. Et là, lui, il a été particulièrement désigné comme étant celui qui fait la promotion de la communauté LGBT en RDC. Alors, si vous connaissez la sociologie de la RDC, vous comprendrez que quand on vous attribue cette étiquette-là en période électorale, vous êtes mort. Et cette attaque-là a été d'abord lancée par le président de la République lui-même. Les jours où il déposait sa candidature, il est venu avec un discours pour dire attention, il y a certaines personnes qui vont vous amener, notamment certaines autres cultures importées. Nous n'avons pas de problème d'identité du genre ici. Donc, il détournait un discours de Dr Mukwege qui n'avait rien à voir avec l'homosexualité ou la culture LGBT, mais c'était porté par le président de la République. Et ça, vous le voyez manifester particulièrement au travers les milices numériques du pouvoir qui ont récupéré ces narratifs-là, qui ont créé même un hashtag. Et pendant toute la campagne électorale, on a vu Dr Mukwege être victime de cette campagne-là, essentiellement portée sur les réseaux sociaux. Et ce qui est difficile et particulier avec le Congo, c'est que quand c'est porté sur les réseaux sociaux, il y a des captures d'écran qui rentrent notamment dans WhatsApp, puisque WhatsApp a une place particulière au Congo, puisque nous on est encore on va dire, une société où l'oralité a encore une certaine place, et WhatsApp, avec notamment les notes vocales et tout ce qui va avec, constitue un véritable terreau de la désinformation. Pourquoi? Parce que sur Facebook, vous pouvez faire un signalement. Sur WhatsApp, vous ne faites pas des signalements pour dire que ça, c'est la désinformation ou ça c'est faux ou ça c'est vrai. Sur WhatsApp, c'est vraiment de vrais bastions de la désinformation au travers des groupes WhatsApp et au travers également maintenant des chaînes WhatsApp qui se créent. Et au Congo particulièrement, pour les terreaux politiques, vous avez ces micro-acteurs d'influence qu'on peut
également considérer. Moi, j'en cite quatre en termes de catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les influenceurs non revendiqués, c'est-à-dire ils font de l'influence payée, mais ils ne se revendiquent pas comme influenceurs. Je sais, par exemple, en Europe, il y a une réglementation qui reconnaît également l'activité d'influence et qui permet aussi à ceux qui font ce travail d'influence de payer même notamment les fiscs et consorts. Au Congo, vous avez certains de ces influenceurs qui ne se revendiquent pas, mais qui pèsent des centaines, des milliers de followers et qui monnaient cette audience-là pour la politique, pour les activités commerciales et pour d'autres activités. Et évidemment, vous avez également les presque journalistes, donc des journalistes qui étaient à l'époque journalistes, qui ont euh, gardé plus ou moins cette notoriété-là et qui font ce travail-là. Et vous avez des militants reconnus de partis politiques. Et un fait particulier au Congo, on en parlait avant le début de cette activité, c'est notamment l'entrepreneuriat religieux. Alors moi, j'appelle ça l'entrepreneuriat religieux puisqu'il ne s'agit pas de pouvoir euh, faire de la religion comme on le voit partout, mais essentiellement un entrepreneuriat qui fera en sorte que l'on puisse, au nom des dieux, au nom de la religion, glisser quelques idéologies, quelques mots, mais aussi essayer de chercher de l'argent. Là, par exemple, en bas, on a un pasteur congolais, Paul Mukendi, qui était au Canada, qui est recherché notamment pour violence, pour viol, mais qui a fui, qui est au Congo, mais qui est de la même région que le président de la République, qui s'attaque à tout parce qu'il veut avoir une protection autour de à Kinshasa par notamment les services du président de la République et consorts. Et lui, il a été un des acteurs qu'on a pu avoir qui ont utilisé de prédications pour notamment descendre Moïse Katumbi et descendre notamment les docteurs Mukwege et consorts. Alors, pardon. Voilà, donc comme je disais, et cette activité d'influence qui charrie également la désinformation ne concerne pas que la politique, il concerne tous les autres éléments ou tous les autres secteurs qui peuvent potentiellement apporter un certain bénéfice à, à ceux qui font cette influence-là. Et vous avez également ce travail qui est fait par Facebook qui régulièrement publie un rapport sur ce qu'on appelle les comportements inauthentiques coordonnés. C'est quoi le comportement inauthentique coordonné? C'est quand vous avez un acteur ou un individu qui va créer des faux comptes, une centaine, une vingtaine, une dizaine de faux comptes ou des faux groupes, mais qui, au travers, on peut facilement retrouver, et Facebook arrive à le faire, à créer, on va dire, une sorte d'étoile où il y a une centralité, une personne qui est au cœur de cette toile-là, qui va diffuser du contenu pour s'attaquer à d'autres, surtout en période électorale, à d'autres camps, en utilisant notamment ces faux comptes et ces fausses pages Facebook qui sont créées, mais qui renvoient à une seule personnalité. Ça, c'est un cas d'un homme, un opérateur politique qui a été identifié par Facebook, qui a été notamment vu ces groupes WhatsApp et ces groupes Facebook ainsi que comptes sur Facebook à être supprimés. Mais c'est vraiment un travail qui est fait par Facebook qui identifie, on va dire, ces comportements inauthentiques, mais qui sont coordonnés et qui essentiellement se manifestent pendant la période des élections. Au Congo, l'autre particularité aujourd'hui, c'est d'avoir, on va dire, des blogs politiques, des vidéos politiques qui sont enregistrées dans des studios de fortune et qui vont inviter tout et n'importe qui pour notamment avancer, on va dire, une opinion politique. Vous allez les retrouver sur YouTube, vous allez les retrouver sur Facebook, vous allez les retrouver les morceaux ou les extraits, notamment dans le groupe WhatsApp. Et où vous avez également certaines personnes qui sont parfois des journalistes, qui sont parfois ce qu'on appelle chez nous des analystes politiques, qui font du monologue. Ils parlent pendant 1 heure, 2 heures, mais en s'attaquant à certaines personnes. Et ça, comme on est dans un contexte notamment de polarisation du contenu politique, et vous avez comme ça on va, de grosses audiences qui se créent autour de ces vidéos partagées sur YouTube.
L'autre particularité du Congo, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter le Congo, c'est notamment l'existence de ce qu'on appelle le Parlement debout. Le Parlement debout sont, on va dire, des regroupements de membres des partis politiques qui font, classiquement, historiquement, ils font le relais entre le quartier général et la petite base pour discuter de la politique. Malheureusement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, des plateformes numériques, ces différents parlements debout, qui étaient, on va dire, une réalité qu'on pouvait essentiellement ne voir qu'au sein de l'UDPS, qui est aujourd'hui le parti au pouvoir, on le voit un peu partout, et n'importe qui a la capacité de pouvoir mettre une caméra, un téléphone devant lui, commencer à dire des choses et se revendiquer être d'un parlement debout. Et généralement, ce qui charrie, c'est de la désinformation, c'est des attaques personnelles. On l'a vu notamment quand il fallait s'attaquer à l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Mabunda, et on s'est attaqué à son physique, on s'est attaqué à sa famille, mais pas directement par des hommes politiques qui sont reconnus, par des influenceurs qu'on peut retrouver dans ces parlements de vous, qui aujourd'hui sont filmés et qui sont diffusés sur le plateforme numérique. Alors, l'autre particularité du Congo aussi, c'est que c'est difficile de voir Martin Fayulu ou Mukwege dans un débat télévisé. Généralement, ce qu'on commence à voir, c'est ce qu'on appelle chez nous des communicateurs politiques. Il s'agit en fait des personnes qui peuvent juste parler et qui sont reconnues par certains partis politiques et qui parlent au nom des partis politiques. Quand moi, Martin Fayulu, je ne sais pas m'attaquer directement à tel homme politique, je veux engager, je donne l'exemple de Martin Fayulu comme ça, je veux engager ou utiliser ces communicateurs politiques pour notamment faire ce travail d'attaque personnelle et souvent ça charrie notamment les fake news et tout ce qu'il y a comme discours de haine et comme ça. Alors, je disais qu'on avait les terreaux politiques sécuritaires, mais aussi les terreaux sanitaires. Et là, c'est encore plus compliqué dans la manifestation de la désinformation en République démocratique du Congo. Nous avons plusieurs épidémies dans notre pays. Et ces épidémies-là, actuellement, on en a 3 qui sont actives. C'est notamment l'épidémie de monkeypox, l'épidémie de choléra et l'épidémie de rougeole. Nous avons des zones au Congo où vous avez des épidémies qui y sont de manière permanente. Et avant, on se contentait juste d'avoir de la rumeur qui circulait, alors qu'on sait que pour combattre les épidémies, l'action médicale seule ne suffit pas. Il y a également un grand travail qui est fait, notamment dans la communication publique, mais aussi la communication des instructions sanitaires qui sont données. Mais dans un contexte où vous avez cette prolifération de plateformes numériques, vous avez cette dictature de WhatsApp, vous avez cet écosystème de la pollution de l'information, ces rumeurs-là sont, on va dire, amplifiées et qui se développent et restent ancrées notamment dans des groupes WhatsApp et c'est difficile de pouvoir les combattre. Et par rapport à la désinformation au Congo sur le plan sanitaire, généralement, au travers d'une étude qui a été faite et qu'on a faite dans le cadre de ce bouquin, on retrouve qu'on ne peut pas combattre la désinformation médicale comme on combattrait la désinformation sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. Parce que généralement, pour les profils sanitaires de l'infodémie en RDC, c'est généralement des gens qui ne connaissent pas de quoi il s'agit et qui sont dans ce qu'on appelle l'instinct grégaire, c'est-à-dire je suis parce que tel a fait, donc on a dit que c'était mauvais, donc c'est mauvais. On a aussi des croyances et des légendes urbaines qui sont ainsi de suite. Et donc, ça fait un profil assez particulier quand on veut lutter contre la désinformation dans ce secteur de la sanitaire. C'est vraiment quelque chose qui est particulier par rapport à d'autres profils. Alors, quelles actions doivent être entreprises? Quelles solutions ont été mises en œuvre avec succès dans d'autres contextes? Quel type de réglementation on peut envisager? En quoi consiste la co-régulation et comment on peut appliquer dans notre contexte? Et quelles formes de coopération sont possibles avec quels partenaires? C'est de ça dont il s'agit dans les bouquins que l'on est en train de présenter aujourd'hui avec la chance d'avoir notamment l'éditeur qui est présente dans la salle pour nous. Je dis et je vous remercie. Bon, un grand merci, monsieur Patient. Ligodi, je crois que vous avez très bien décrit le grand problème qui est la disjonction entre les réalités, le réel et le virtuel et la création de nouvelles réalités. Et évidemment, dans un contexte
comme le Congo, où les défis sont mondiaux, c'est une situation qui existe au niveau mondial, qui a des problèmes très sérieux dans tous les pays, mais dans le contexte du Congo, avec, il faut le dire, un État fragile, un système éducatif qui a diminué de qualité, les défis se multiplient par un facteur de moins de 1000, je crois, au niveau du Congo, et avec des conséquences aussi extrêmement sérieuses. Peut-être que, avant de passer aux questions, peut-être que Madame Lina de Mabé qui peut donner juste un petit mot pour présenter la maison d'édition qui a édité maintenant deux livres. Il n'y a pas seulement le livre de Monsieur Patient Ligodi, mais aussi un deuxième livre du même auteur qui vient de sortir. Voilà, c'est le deuxième livre, c'est la sociologie du journalisme, des problèmes publics à la croisée des discours. Et donc, nous avons publié Monsieur Patient Ligodi cette année en 2024 chez les éditions Mabiki. Nous existons depuis 2005. On est une maison d'édition spécialisée en culture et langue africaine. Donc, nous voulons vraiment valoriser le savoir africain et les auteurs africains ou afrodescendants en Europe ou en Afrique. Et c'est pour cela que nous sommes aussi basés à Kinshasa. Nous avons des bureaux à Kinshasa, une librairie et une école qui enseigne exclusivement en Lingala. Donc tout ça, c'est notre combat. Et notre combat aussi, c'est de transmettre ce qui se passe en Afrique aussi au public ici en Occident pour qu'il y ait vraiment une croisée des informations et une divulgation véritable. Et donc, c'est avec honneur que nous avons accueilli cette année notre auteur, Monsieur Patient Ligodi, qui est journaliste et qui justement fait une divulgation des informations. Il décortique l'information, le tri des informations et comment le public les perçoit. Et je pense que c'est quelque chose de très cohérent, surtout maintenant, à une croisée des époques, à une période politique assez particulière. Et c'est pour cela qu'il y a besoin d'informations scientifiques pour savoir décortiquer les informations et mieux les analyser et les diffuser à notre tour. Voilà. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je dois dire, donc, l'édition Mabiki, vous les retrouvez sur le net, sur www.mabiki, donc mabiki.net. Je encourage à toutes les personnes qui participent maintenant à l'événement d'aujourd'hui de consulter le site parce qu'effectivement, le travail de Mabiki qui a été commencé par le professeur Sene Mangaba est absolument extraordinaire, novateur et c'est une voie vers le futur de l'édition. Et je crois qu'on doit encourager par tous les moyens les éditions Mabiki. Euh, Maintenant, pour les questions, peut-être qu'on peut ouvrir le débat. Je vous propose qu'on commence avec les personnes qui sont ici dans la salle avec nous. Pour les personnes qui participent en ligne, bon, c'est pour un peu mettre l'ordre. C'est peut-être plus facile, c'est que vous mettiez votre question sur le chat. Et alors, on va traiter les questions par les chats, donc un à un, parce que je ne vois pas très bien une autre façon de faire pour traiter les questions. Je ne sais pas si parmi nous, s'il y a des questions à poser. Qui veut ouvrir le... Moi, monsieur? en vous écoutant, je vous posais une question que je vous retransmets à le pourtant. Est-ce que, quelque part, la pollution de l'information, c'est pas l'autre face de la propagande consistant donc à construire l'image de quelque chose qu'on veut promotionner, alors que la pollution de l'information, comme vous dites, serait purement destructrice. La question est très intéressante, mais on peut retrouver dans la pollution de l'information aussi la propagande. La propagande, c'est une manifestation de la pollution de l'information. Ici, ce qui change particulièrement, c'est, comme je disais tantôt, c'est ce bouleversement qu'on a eu dans l'écosystème de l'information et du savoir avec l'arrivée de ces plateformes numériques. Quand on regarde bien, Google a commencé quand? On a 98. Quand on regarde très bien, Facebook a commencé ses activités quand je pense en 2004. Twitter, c'était en 2006 et WhatsApp 2009. C'est, on va dire, un bouleversement. Aujourd'hui, tout le monde, dans presque tous les pays, on utilise, à part évidemment la Russie et la Chine, presque tout le monde utilise ces plateformes numériques-là. Et regardez juste la place de ces plateformes numériques dans
le partage de connaissances, dans le partage de l'information, dans la hiérarchisation de l'information. Vous voyez très bien que c'est quelque chose de nouveau qui arrive, qui évidemment va charrier, on va dire, ceux qui font de la propagande vont trouver notamment en ces nouveaux écosystèmes une façon, ou enfin on va dire un canal de mettre encore plus, on va dire, de boost sur la propagande. Maintenant, ce qui change, c'est qu'on a là, au-delà de la propagande, d'autres manifestations, comme le discours de haine, comme la mésinformation, comme le fait, par exemple, la mésinformation, moi je l'appelle le syndrome de mon père. Mon père, lui, quand il reçoit une information, on lui dit que Kinshasa va être attaqué la nuit. Son premier réflexe, c'est partager avec son fils que je suis. Alors, il ne partage pas parce qu'il me veut du mal, parce qu'il s'est dit, ben, bah, autant prévenir, donc je vais partager à mon fils. Donc, c'est une information qui est fausse, qui est peut-être aussi, peut-être, on va dire, manipulée par des forces qui sont derrière et consorts. Donc, la propagande, comme la désinformation, comme la mésinformation, comme les discours de haine et tout ça, font partie justement de cette grande famille que moi je considère comme étant des éléments qui viennent polluer l'information journalistique de base qui devrait orienter les débats publics. Aujourd'hui, les débats publics est orienté par quoi? Quelle est la place, quelle est la pertinence du journalisme classique tel qu'il était fait il y a quelques années? Je crois que c'est tout l'écosystème qui a bougé et maintenant il va falloir en être conscient et regarder quels sont les outils qui se proposent à nous pour essayer d'analyser et de mieux, je veux dire, aseptiser notre débat public. Monsieur? J'ai une question, excusez-moi pour la faire. Je m'appelle Laurent, je suis journaliste indépendant et j'aurais voulu savoir si au niveau de la législation du Congo, est-ce qu'il y a des moyens de mettre en place justement des moyens de défense au niveau de la régulation, de pouvoir justement, comme le discours de haine ici, Ouais. peut-être puni par la loi. Est-ce qu'au niveau légal au Congo, est-ce qu'il y a la législation est à niveau? Merci pour la question. L'année dernière, donc le 13 mars 2023, il y a eu la promulgation de 2 ordonnances loi. La première ordonnance loi concerne le code du numérique et puis la deuxième ordonnance loi concerne le nouveau cadre légal de la liberté d'expression, la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour diffusion de fake news, vous encourez jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. C'est fait. Pour discours de haine, on a eu des cas notamment d'un ancien président de la commission électorale indépendante, Ngoï Mulunda, qui a été emprisonné enfin, il a été condamné pour 3 ans et qui a purgé sa peine. Et donc, on a, sur le plan de la législation, un travail qui a été fait. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'on combat la pollution de l'information que par les instruments de justice? Non. Je crois qu'il y a notre travail qui doit être fait à plusieurs niveaux. Donc, on peut identifier 4 niveaux différents. Le premier niveau, c'est le niveau de la régulation des médias. Et ces niveaux de la régulation des médias, c'est par le canal de ce que nous appelons chez nous les conseils supérieurs de l'audiovisuel de la communication, le CESAC, l'équivalent du CSA, ici en Belgique. Malheureusement, les conditions d'accès au board du CSAC, c'est très politique, puisque vous avez des représentants de la présidence, vous avez notamment le représentant du Parlement, vous avez le représentant de la justice. Bref, c'est un contexte très politisé qui fait en sorte qu'on ne peut pas obtenir du CSAC un travail indépendant comme on l'aurait souhaité. Et là encore, je ne parle pas de moyens techniques ou encore de moyens de déploiement sur le terrain. On a aussi les niveaux de l'autorégulation des médias chez nous, c'est-à-dire le fait de constituer ce qu'on appelle un tribunal de pairs, qui fera en sorte que les journalistes ne participent pas notamment à la promotion de la pollution de l'information. Malheureusement, ça fait 3 ans que l'Union nationale de la presse du Congo ne distribue plus de cartes de presse parce qu'il y a un gros problème de dysfonctionnement à l'intérieur. On peut encore descendre au niveau de la coopération,
la régulation à l'international, au Congo, on a des gros problèmes, notamment d'échanges avec les plateformes numériques. C'est-à-dire, nous subissons ce que les plateformes numériques décident en haut, mais nous, en bas, au niveau du Congo, il n'y a pas de réglementation qui intègre notamment le fait d'exiger qu'en période électorale, comme on le voit en France notamment, avec la loi sur l'ingérence informationnelle, faire en sorte que pendant la période des élections, l'on puisse protéger l'intégrité de l'information. Mais ces choses-là, au Congo, ce n'est pas encore possible. Oui, c'est vrai. Félicitations avec la publication de ce livre tellement indispensable parce qu'effectivement, ces dernières semaines, on voit qu'il y a eu une réelle explosion de toutes sortes de fake news et qui sont vraiment renforcées avec les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait vraiment peur et ça ne vient pas trop tôt, au contraire. Mais ma question concerne plutôt maintenant la valorisation de ce livre, hein, parce qu'il est disponible en Belgique, il est disponible à Kinshasa, alors que les gens qui sont les premières victimes de cette désinformation se trouvent vraiment dans les fins fonds du Congo, notamment, surtout dans les provinces de l'Est de la RDC. Alors je me demandais, est-ce que vous avez réfléchi à une stratégie pour valoriser maintenant ce livre-là comme outil de sensibilisation et d'éducation des masses pour que on commence à construire une certaine capacité de résister ou même de neutraliser ce genre de fake news? Très belle question. Je vais répondre à mon niveau, et heureusement que l'éditrice, comme je dis, malheureusement, tous les boulets, je vais le renvoyer à l'éditrice qui est présente. Quand on a présenté le livre à Kinshasa, le ministère de la Communication et des Médias a commandé 100 exemplaires. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je ne sais pas. Internews, qui est une organisation qui permet notamment la promotion de la liberté de la presse, a commandé 30 exemplaires. Je n'ai pas encore fait la présentation à l'université qui est la mienne. Je sais ce que je ferai quand je rentrerai. Et on essaye d'intégrer dans les cours dans lesquels nous sommes impliqués, notamment ces choses-là. Peut-être que l'on peut imaginer avec l'éditrice de mécanismes, et je crois que c'est même la spécialité de l'éditrice, de pouvoir avoir une politique de proximité. Mais je crois que ça, c'est quelque chose que l'on pourra voir ensemble avec elle, comment est-ce qu'on peut faire. Mais à mon niveau, ce que je peux faire, c'est juste continuer à en parler dans les cours dans lesquels je suis impliqué, dans des conférences. Et aussi, je suis membre du comité de suivi des États généraux de la communication et des médias dans mon pays. Essayer peut-être de suivre aussi que ces différentes propositions qui sont faites dans les livres puissent être intégrées dans les différents dispositifs qui sont mis en place. Mais ça, c'est vraiment à mon échelle. Maintenant, je suis très ouvert à l'idée de pouvoir aller un peu plus loin. Évidemment que moi, je propose par exemple pour la télévision nationale qu'on fasse du fact-checking en langue nationale. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Que l'on fasse l'éducation aux médias et au numérique en langue nationale. Ça, c'est pas encore fait. C'est des choses, on va dire, c'est des projets qui peuvent être montés, pas seuls, hein, en tout cas, mais c'est ensemble avec les autres participants qui sont les acteurs de l'écosystème de l'information. Pour rebondir dessus, comme vous voyez, les ministères achètent les livres, donc ça veut dire que c'est une matière très nouvelle et on ne sait pas encore comment saisir cette information. Et tout le monde est en train d'essayer de se placer. Comment on reçoit cette information? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est problématique ou pas pour ce qui est en place actuellement? Est-ce qu'on peut travailler avec et diffuser? Donc tout le monde est en train de se placer. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du territoire, et surtout à l'est du Congo, c'est très possible d'effectuer des collaborations avec des médias et des activistes du terrain, parce que ça, c'est de la sensibilisation et de l'activisme et du militantisme. Du coup, il y a plein de réseaux, il y a plein de chaînes de jeunesse et de militants qui seraient très ouverts de diffuser l'information et d'éduquer et de sensibiliser. Du coup, en fait, il y a plein de choses à différentes échelles qui peuvent être établies pour faire propager ce livre. Et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant, en tout cas. Voilà. Si Patrick Englebert left,
No, so I mean, just Excuse me, could you please close your microphone? Yeah. Je ne sais pas qui ça vient de qui. Bon, oui, ça dépend de... ¿De quel degré a intervenu l'Occident, les Américains et les Européens à l'élection actuelle des présidents? Ouf, une grosse question. Euh, je ne sais pas si je dois répondre en tant que citoyen, en tant que journaliste, mais alors je réponds en tant que journaliste. Je crois qu'ils ont laissé faire. Je crois qu'ils ont fermé les yeux. Parce que beaucoup, par exemple, je pense, du côté de l'équipe, même dans l'opinion, on pensait que le docteur Mukwege pouvait avoir un grand soutien à l'international, ce qui n'a pas été le cas. Il a été la victime, il a subi, il a reçu des coups, il ne pouvait pas remettre puisqu'il est prix Nobel de la paix. Il ne pouvait pas se battre avec les mêmes armes avec les autres. Ça, c'est un indicateur qui montre que le docteur n'avait pas, contrairement à ce que certains pouvaient imaginer, le soutien qu'il pouvait espérer avoir. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, c'est aussi le fait de considérer que la géopolitique, c'est quelque chose avec le temps, change. C'est qu'il y a certaines volontés qui peuvent se manifester dans les pays qu'on peut considérer comme faisant partie du périphérique, de la périphérie, et qui ont, on va dire, une certaine autonomie dans une certaine façon de faire. C'est-à-dire, quelles sont les armes qui étaient à disposition de l'étranger? L'une des armes, c'était les sanctions. Sanctionner, comme on a vu en 2018, Corneille Nangaa, qui était le président de la CENI, être sanctionné par les États-Unis pour avoir soit été avoir détourné, soit avoir notamment tripatouillé des choses. Mais principalement, c'était pour avoir détourné de l'argent, notamment. Ça, c'était l'un des leviers de sanctions. Mais quand on voit 2023, les sanctions politiques, il n'y en a pas eu. En 2018, on a eu des sanctions contre le porte-parole du gouvernement, contre le chef du parti au pouvoir, contre le responsable militaire. Mais en 2023, on n'en a pas eu. On a l'impression qu'il s'agissait on va dire, comme c'était un premier mandat aussi, hein, un laisser-faire qui a été notamment manifesté par le fait que c'était des élections où les deux principaux candidats ont beaucoup dépensé en communication et en transport, puisque là, c'était les deux grands défis au Congo. Et les deux qui avaient les moyens de communication et de transport, et également le contrôle de certaines institutions du pays, on a vu comment ils étaient très visibles. Donc, pour le transport, Moïse Katumbi avait trois avions, Tshisekedi en avait plusieurs, Mukwege n'en avait pas, Fayulu avait loué, mais puis finalement, il n'a pas pu. Pour le moyen de communication, bah, sur les réseaux sociaux, dans les médias, il n'y avait que Katumbi et Tshisekedi. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut passer aux questions de nos participants en ligne. Il y a une première question. Il y a un monsieur qui pose la question si on envisageait de donner un statut officiel aux créateurs informels de contenu, hein, est-ce que ça pourrait être un moyen de permettre d'assainir l'espace informationnel et limiter la propagation des fausses nouvelles? Donc, je crois que c'est une belle question. Dans la lutte contre la désinformation, le fact-checking n'est pas la seule réponse. On peut identifier jusqu'à 4 réponses dans la lutte contre la désinformation. Évidemment, on a le fact-checking qui est en fait la réponse par la vérification des faits. Et deuxièmement, on a ce qu'on peut appeler le legal checking qui est aller chercher les réponses dans la loi, donc dans les instruments juridiques. Et puis, on a ce qu'on appelle la certification de l'information. Cette certification-là peut être faite de plusieurs manières, notamment avec ce qu'on appelle, on le voit avec Reporters sans frontières,
ce qu'on appelle les extensions de navigateurs. Donc, vous allez sur un site Internet, une fois que vous avez installé cette extension de navigateur, le navigateur va vous dire, attention, ce site-là est dangereux, ce site-là est réputé pour de la désinformation, ce site-là est assez intéressant. Et puis, on a la quatrième entrée on appelle la labellisation. C'est le travail qui est fait, qui permet notamment à certains médias, certaines organisations médiatiques, de pouvoir se soumettre à un certain travail de vérification pour avoir un label de journalisme de qualité. Donc, vous pouvez faire ce travail-là et on vous octroie ces labels-là. C'est une proposition qu'on a faite également dans le bouquin qui pouvait être fait par le CESAC, le Conseil supérieur de l'audio et de la communication, pour reconnaître un certain nombre de médias en suivant, on va dire, un travail sur leur contenu, sur leur financement, sur le process de recrutement et ces éléments-là. On peut arriver à dire que ce site-là a un statut ou bien ces médias-là ont un statut de qualité et qui peut permettre notamment que l'on puisse non seulement combattre pour combattre, mais identifier des véritables sources d'informations qui seraient qualitatives pour la société. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que la personne qui a posé la question est satisfaite de la réponse ou elle souhaite intervenir? Bon, il n'y a pas de réaction, donc j'imagine que c'est OK. Il y a M. Serge qui pose la question, qui dit qu'il a longtemps travaillé avec les radios communautaires au Congo, jusque dans les coins les plus reculés. Les radios communautaires jouent un rôle fédérateur avec les différentes communautés. Est-ce qu'il y a encore des médias qui jouent ce rôle de rassembleur plutôt que de division? Et comment comment parer aux tendances de division? Oui, bon, en fait, même l'écosystème de médias au Congo, même dans les radios communautaires, et je crois bien qu'il le sait, on retrouve également des radios qui appartiennent aux hommes politiques. Je peux donner un exemple. On a l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui était candidat à la présidence de la République et qui a une fondation qui s'appelle la Fondation Mapon. Et la Fondation Mapon a une radio qui est à Kindu, son siège, son fief électoral. Évidemment que cette radio-là a fait la promotion de son promoteur. Et donc, évidemment qu'il y a des vraies radios communautaires qui existent au Congo, comme Radio Maendeleo, comme Radio Candip à Bunia, comme les RCK, les réseaux RCK radio communautaires de Katanga, comme le RCL à Kolwezi et consorts. Il y en a. Mais il y a un gros travail à faire sur l'écosystème de l'information en général, identifier qui est véritablement radio communautaire, qui ne l'est pas. Dans la nouvelle loi, on a catégorisé, on a maintenant ce qu'on appelle les radios communautaires. On a, à côté des radios communautaires, on a les radios confessionnelles, puisqu'avant, on les mettait tous ensemble. Et donc, dans ce contexte-là, c'était compliqué de pouvoir faire ce travail-là de catégorisation des radios qui peuvent être considérées comme étant des radios de qualité. Alors là, il y a un travail qui a été fait dans la nouvelle loi pour octroyer une aide substantielle à ces radios communautaires pour qu'elles fassent un travail d'information publique qui devait être fait par la télévision ou la radio nationale, mais qui n'ont pas de moyens. Mais ça encore, c'est dans les textes, mais dans la faisabilité, je crois qu'il y a un gros travail qui doit être fait. Il faut que le CESAC puisse avoir, je veux dire, une structure qui permet d'avoir un suivi jusqu'au niveau des provinces, jusqu'au niveau des villes, pour que l'on suive toutes ces radios, qu'on fasse un vrai monitoring et que l'on arrive à déterminer plus ou moins les différentes tendances pour que l'on sache véritablement si tel ou tel autre média fait bien ou pas son travail. Parce que parmi les radios communautaires, moi j'en connais qui ont fait de la propagande. À Ouvira, on a une radio communautaire qui s'appelle Le Messager du Peuple, qui a fait la campagne électorale. Donc, et qui, quand on dit faire la campagne électorale, c'est vraiment s'identifier au service d'un candidat. Merci beaucoup. Est-ce que M. Serge, qui a posé la question, est-ce qu'il souhaite intervenir ou... Juste faire une petite intervention. Les années où j'ai travaillé
en RDC, c'est-à-dire il y a entre 2000 et 2015, et 2020. Il y avait des associations de radios communautaires qui faisaient un peu, qui mettaient un peu de l'ordre, disons, dans cette grande masse de radios qui sont arrivées avec les processus démocratiques. Et est-ce que ces associations aujourd'hui ont encore un rôle et est-ce qu'on ne pourrait pas justement leur faire jouer un rôle peut-être plus actif? Parce que je pense que les radios enfin, devraient, à mon sens, garder ce statut un peu à part parce qu'elles ont ce contact quand même très, très, très proche du terrain que n'ont pas les autres médias. Voilà. Donc, d'abord, première question, est-ce qu'il existe une, euh, une association des radios communautaires qui pourrait se jouer ce rôle-là et qu'est-ce que vous lui voyez jouer comme rôle? Merci pour la question. Il y a déjà ce qu'on appelle la FRPC, qui est la Fédération des Ouais. radios rurales communautaires du Congo, qui existe. Mais comme toutes les autres organisations congolaises, en tout cas la plupart, il n'y a pas assez de moyens. Donc, Ouais. la FRPC fonctionne notamment grâce à l'appui d'Internews, qui est aujourd'hui le plus grand récipiendaire en termes de fonds alloués aux médias en République démocratique du Congo. À côté de ça, on a également des radios au niveau provincial, des réseaux de radio au niveau provincial. Je parlais notamment du réseau RCK pour la région du Katanga. On a également un réseau du Nord Kivu. On a également un réseau au niveau du Sud Kivu. Mais tous ces réseaux-là souffrent de problèmes de moyens et d'accompagnement. Et les meilleurs journalistes du pays viennent souvent de radios communautaires, hein, et puis ils montent, et ainsi de suite. Et ça, c'est un fait que les radios communautaires ont joué un vrai rôle, notamment dans la promotion de la liberté de la presse en RDC. Mais malheureusement, l'accompagnement et de l'État et l'accompagnement de l'aide internationale à la presse arrive difficilement à ces réseaux-là. Et même quand cette aide arrive à ces réseaux, arriver à redistribuer de manière équitable, c'est compliqué. Et certaines de ces radios-là ont des problèmes de gestion parce que ces radios sont régies par la loi sur les ASBL, donc les associations sans but lucratif. Comment arriver à accepter, ça c'est dans la mentalité entre guillemets congolaise, à accepter qu'il y ait un conseil d'administration qui contrôle l'exécutif? Souvent, on a du mal à accepter ça et souvent, les radios communautaires ont du mal à exister et à fonctionner avec les deux organes de manière permanente. Et ça crée souvent des complications dans la gestion, dans le contrôle et dans l'exécution. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Patient, bon, ah oui, monsieur. Par rapport au moratoire sur la peine de mort, est-ce que vous pensez que ça va influencer la liberté de la presse? Oui, 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 évidemment. Bien sûr. En fait, je crois que le moratoire et toutes les décisions, toutes les lois qui sont nées ces dernières années rentrent dans un climat général. Et ce climat général-là va déteindre sur l'ensemble de l'écosystème, que ce soit l'écosystème en tout cas, tous les acteurs de la parole vont être impactés par ça. On est dans un contexte où vous avez un procureur qui dit, alors, là, on a des enquêtes sur la mort, on a les résultats de l'enquête sur la mort du député Okende, mais quelqu'un qui irait dans le sens de donner une version contraire va être poursuivi. Donc, la liberté de la presse est, je vais dire, dans un contexte qui est le nôtre maintenant, c'est un contexte où on va dire, il faut se battre davantage on l'a dit, hein, au président de la République, on a fait un mémo, on a écrit, on avait à l'époque au Congo certains alliés. Parmi les alliés, on avait les conseils supérieurs de l'audiovisuel de la communication qui se mettaient toujours du côté de la presse. Mais la tendance change maintenant. Et ce travail-là, c'est travail à faire du côté de la justice, du côté de l'exécutif et également du côté de l'institution de régulation des médias. C'est bon, j'avais moi-même aussi deux petites questions, un peu dans le même sens. Normalement, si moi je suis sur un groupe WhatsApp et je mets une information sur WhatsApp, alors il m'est impossible de vérifier si je suis à Bruxelles, c'est impossible d'aller vérifier à Ouvira si les faits sont vrais ou pas.
Maintenant, selon le code de la numérique, quand est-ce qu'on peut punir quelqu'un quelles sont les conditions sous lesquelles quelqu'un est puni pour un fake news? Alors, une deuxième chose, c'est qu'aussi, dans le même cadre de code de la numérique, comment est-ce qu'on peut éviter que ce code soit manipulé par le pouvoir pour punir uniquement ce qui les arrange pas? Je commence par la deuxième Voilà. question qui me semble aussi importante que la première, mais beaucoup plus pertinente. C'est le travail qui doit être fait actuellement par les organisations professionnelles des médias, par les organisations de la société civile, par les organisations qui font le plaidoyer pour plus de liberté en RDC. Ces codes du numérique nous est tombé dessus. Les organisations professionnelles n'ont pas été consultées, contrairement, par exemple, à la loi sur l'exercice de la liberté de la presse, où il y avait des états généraux de la communication de la presse dans lesquels il y avait des discussions autour de cette loi. Mais les codes du numérique, on a été surpris de l'avoir dans son contenu. Il y a beaucoup de choses qui doivent être... Par exemple, dans le code du numérique, il y a un chapitre où on parle des infractions de presse, alors que ce n'est pas normal. On a une loi spécifique à la presse, on pouvait retrouver notamment ces chapitres-là sur les infractions de presse est directement relié au code pénal, c'est-à-dire qu'on pouvait être emprisonné au travers notamment des infractions de presse qui seraient commises via Internet, via une plateforme numérique. Donc, il y a un travail à faire au niveau des acteurs de plaidoyer pour revoir ces codes-là, l'interroger, échanger autour de ce qui doit être adapté et remettre on va dire, des matières qui concernent la presse dans la législation sur la presse, des matières qui concernent, on va dire, le tout numérique dans le code du numérique. Donc, il y a un vrai travail qui doit commencer. Et on avait fait un atelier il y a 2 mois avec Journalistes en danger autour de ça. Je crois qu'il y a une série d'autres activités qui vont suivre pour qu'on arrive à commencer par, peut-être avoir un moratoire sur l'application de certaines dispositions de ces codes du numérique et ensuite voir dans quelle mesure on peut travailler sur son amélioration dans le sens de l'amélioration du cadre de la liberté de la presse. Maintenant, concernant les mécanismes pour arriver à vous condamner, il suffit, malheureusement, c'est, on va dire, une avancée à double vitesse. Les magistrats ne sont pas formés à cette nouvelle législation. Et on s'est retrouvé notamment avec les cas du journaliste Stanis Boujakera. Parmi les 7 préventions qui ont été retenues contre lui, il y avait au moins 2 qui étaient rattachés au code du numérique. Et on a vu toute la difficulté que le magistrat, les juges, avaient à démontrer la matérialité de l'infraction. Il s'est basé sur le code du numérique avec un peu plus d'arguments d'autorité qu'une démonstration de la matérialité de cette infraction. L'objet du crime, comme les juristes disent, était difficile à trouver dans les cadres notamment de Stanis Boujakera. Alors, dans l'implémentation, ça dépend des humeurs et des orientations des juges. C'est-à-dire qu'il peut décider qu'il s'agit d'un faux bruit, tout comme il peut décider qu'il s'agit de la diffamation, il peut décider et puis il vous le colle, sachant que quand c'est lié au code du numérique, c'est lié au code pénal, donc on vous envoie en prison. Donc ça dépend vraiment des juges et comme ces nouvelles matières, donc le droit du numérique n'est pas encore assez ancré au Congo, ça donne une justice à double vitesse et à géométrie variable. Ça fait un peu froid au dos. Et encore une question qui vient de M. Marcel Héritier Capitaine, qui dit, avez-vous pu identifier des acteurs presque formels, entre guillemets, financés par des acteurs gouvernementaux ou politiques et qui seraient directement impliqués dans la production à la chaîne de fausses nouvelles et des propagandes assimilables à des messages de haine, Oui, parlant des médias sociaux les plus en vogue dans l'écosystème congolais? Oui, c'est trop facile. C'est un travail de cartographie qui est facile à réaliser. Parfois, certaines ne se cachent pas. Ils les disent sur les réseaux sociaux. Ils se définissent, ils sont contents de les dire comme ça. Et ils les disent. Et plusieurs fois, on a eu des acteurs de la désinformation et des acteurs des discours de haine
qui ont été épinglés. On a vu notamment une dame qui vit en Belgique ici, qui est congolaise d'origine, distiller des propos d'incitation à la haine, mais incroyables, mais qui n'a jamais été arrêtée parce que, semble-t-il, elle fait partie notamment on va dire, de l'appareillage politique actuel au Congo. Donc, identifier ces acteurs-là, c'est très facile à faire, puisqu'il y en a, en tout cas beaucoup, s'identifient par eux-mêmes sur les plateformes numériques et revendiquent même leurs actions. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a plus de questions. Ah oui. On peut se poser la question, moi c'est mon impression, mais je ne vous l'impose évidemment pas, mais de savoir si les acteurs de la désinformation ne sont pas de plus en plus proches du pouvoir et même quelque part au pouvoir. Enfin, quand je vous entends parler de la dernière campagne présidentielle au Congo et que vous mentionnez le président Tshisekedi comme ayant eu recours à ce genre d'outils contre notamment le docteur Mukwege, c'est un petit peu effrayant. Bon, en même temps, moi, je ne cible pas le Congo parce que je pense que ça se passe dans beaucoup de pays du monde et de plus en plus. Mais alors, comment faire pour s'attaquer à la désinformation, d'une part en se contentant de moyens où on reste sur la défensive, en vous écoutant notamment, mais d'une part, et d'autre part en ayant à affronter des gens qui sont aux commandes d'une multitude d'États aujourd'hui de par le monde, dont les plus puissants. C'est difficile, mais c'est l'enjeu. C'est l'exemple de cette publicité en plein mi-temps de Super Bowl aux États-Unis. Washington Post met cette publicité qui dit que la démocratie meurt dans l'obscurité. Donc, je crois que c'est un travail qui doit être fait à plusieurs niveaux et, et considérer que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas éternels et qui sont obligés de pouvoir se mettre en situation de redevabilité et que la société peut et doit demander des choses dans l'amélioration de ce que nous considérons comme étant notre démocratie. Notre démocratie, nous la construisons de nos mains, mais c'est tout le monde en fait. C'est la presse, c'est la politique, c'est les partis politiques, c'est la société civile, c'est ensemble et chacun doit apporter sa pierre pour arriver à faire ce travail-là et ne pas considérer que ceux qui sont au pouvoir sont tout puissants. Mais puis, si on le considère comme ça, s'ils vont se considérer plus puissants, c'est comme le dit le canard enchaîné, la liberté de la presse n'est s'use quand on ne l'utilise pas. Et je crois que là, maintenant, le travail à faire, c'est arriver à dire à ceux qui sont au pouvoir, mais demain, vous serez dans l'opposition, donc c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir des règles des jeux qui soient respectées par tous. En même temps, on a l'impression qu'ils surfent sur les passions tristes, oui, et que les passions tristes sont tellement incarnées maintenant dans les différentes, dans une multitude de sociétés du monde, que on ne voit pas très bien concrètement comment arriver à ce que vous proposez. Ah ben, c'est la mobilisation, c'est la prise en charge, et par exemple, ce qu'on dit aux journalistes qui fassent leur travail de journalistes. Déjà, qu'ils se posent la question, qu'ils se remettent en question. Nos écoles de journalisme, quel type de journalistes nous formons? Pour quel type de travail? Pour quel monde? Pour quel public? Ma fille a 14 ans, ben, elle n'a pas les mêmes références que moi. Moi, ma référence, quand j'allume la radio, c'est pas sa référence. Elle a d'autres références. Hein, ceux qui produisent du contenu du contenu pour les ados, ah bah, ils ont des codes que les journalistes doivent notamment. Sinon, on va commencer à faire du monologue, à parler entre nous. Il faut regarder le monde dans lequel nous sommes et produire, aller chercher l'audience là où elle se trouve et comprendre, on va dire, les différents mécanismes qui composent, on va dire, cette audience-là. Parfois, on se voit trop beau, nous autres journalistes. Alors qu'on parfois on se parle entre nous, on ne parle pas à la société, on est très loin de la société parfois. Et on l'a vu pendant la période électorale, notamment on en parle dans ce bouquin-là, comment la communication a dominé le journalisme, comment le journalisme a du mal à exister aux côtés de la grosse puissance de la communication. Mais je suis conscient que le pouvoir, bah, sont puissants, sont au pouvoir, sont puissants.
Ça, c'est un fait. Mais c'est de l'intérêt de tous que les règles du jeu, que cette démocratie soit construite. Et pour qu'elle soit construite, ceux qui se considèrent comme hommes d'État, se considèrent comme citoyens, doivent rentrer dans, je veux dire, sur cet terrain-là, proposer et travailler. C'est comme ça que j'ai accepté d'être dans les travaux des États généraux de la communication et des médias. C'est comme ça que, en dépit du fait que l'enseignement ne paye pas au Congo, certains continuent à enseigner au Congo. Je ne sais pas si... Est-ce que vous n'avez pas l'impression Oui. que les journalistes sont encore plus nombreux à se poser des questions et à ne pas y trouver de réponse? Si. Je crois. Oui. C'est l'impression que j'ai. Oui. C'est une dernière question, monsieur Oui, Lefebvre. je me posais la question de savoir comment on fait dans la mesure où, pour faire votre métier de journaliste, quand l'information, quand la source d'information est le pouvoir, le ministre de la Communication par exemple, donne une conférence de presse où 80-85% de ce qui est dit est faux. Comment est-ce que vous pouvez, je pense à une conférence de presse très précise où Patrick Mouyaya est avec le ministre Lutundula. Il nous explique qu'à cause de l'embargo sur les armes, un avion a dû faire marche arrière quasiment alors qu'il était chargé d'armes pour le Congo et que cet avion n'arrivera jamais. On sait qu'il n'y a pas d'embargo aux Nations Unies. Je pense que s'il fallait trouver un avion ou un pilote d'avion qui pouvait fermer les yeux sur ceux qui transportaient, c'était faisable. Moi, je dis, rien n'est vrai là-dedans, dans cette conférence de presse. Cette conférence de presse se tient à Kinshasa, devant un parterre de journalistes. Vous savez qui est en face de vous. Comment faites-vous pour essayer de dénoncer la chose, sachant ce qui se passe? Pour remettre juste peut-être dans le contexte, il n'y a pas d'embargo. Ça, c'est un fait. Ce qu'il y avait, c'était une obligation de notification. Pour certaines armes, à certains fournisseurs. C'est-à-dire, quand vous voulez vendre certaines armes au Congo, vous devez notifier notamment au comité de sanctions des Nations Unies qui s'occupe notamment de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une demi-vérité. Donc, pour le Congo, il s'agissait et considérait ça comme, enfin, le gouvernement considérait que c'était de l'embargo parce qu'ils ne pouvaient pas s'armer autant que ceux qui considèrent comme leurs ennemis. Deuxièmement, on a en face, enfin, c'est quelque chose qui nous arrive très souvent, d'être en face de quelqu'un qui ment et qui sait que vous savez qu'il ment. Et il est dit en public, il est dit au micro. Ça, c'est un fait. On parle notamment de fake news d'État, on en parle dans le bouquin notamment. Mais c'est ce que Stanis Boujaker a dit dans ses interviews quand il sort de la prison. C'est que les journalismes indépendants a l'obligation d'exister dans un pays comme le nôtre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire ce journalisme d'accompagnement, mais faire un journalisme de questionnement, un journalisme de remise en question de manière permanente. Comment on fait? Vous prenez ce qu'il dit, vous le confrontez à la réalité. Évidemment que vous aurez possiblement, ce n'est pas arrivé avec Mouyaya, mais ça peut arriver avec d'autres ministres qui sont beaucoup plus violents, qui vont vous venir soit vous attaquer directement, soit passer par des trolls qui sont de plus en plus nombreux. Et moi, aujourd'hui, ma plus grande crainte en tant que journaliste, ce n'est pas l'Agence nationale de renseignement, mais c'est dans la rue, quelqu'un, un fanatique, qui est dopé à ses communications et consorts, qui prendrait une pierre, qui jetterait sur toi, qui regarderait quelqu'un qui porte le même nom que toi, qui considérerait que c'est fait partie de la famille, et ainsi de suite. Donc, c'est cet extrémisme-là qui est nourri par ceux qui refusent d'entrer dans une ère de la vérité et qui se protègent dans cet écosystème de la désinformation dans les buts de pouvoir garder le plus longtemps le pouvoir. Mais il y en a encore au Congo des journalistes capables de dire oui, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et on a l'exemple de Stanis Boujakera qui a fait 6 mois et demi de prison. Je crois qu'avant, Oui. un grand merci, Monsieur Patient Legault. Avant de clôturer, je crois qu'on a mentionné brièvement votre dernière publication, la publication de Mabiki. Il y a Actualité CD qui collabore depuis quelques années avec une personne qui est un véritable génie de la caricature politique, qui est M. Katch, qui depuis
de début des années 90, je crois, c'est depuis 91, Oui, oui, qu'il plus de 30 ans. publie presque chaque jour, donc depuis 30, plus de 30 ans, qu'il publie presque chaque jour une caricature politique d'une ingéniosité et d'un niveau technique, aussi bien au niveau du contenu, extraordinaire. Donc c'est un des rares, je crois, même au niveau mondial, qui a réussi à maintenir un tel niveau de qualité pendant 30 ans. Et je crois que c'est un livre avec ses caricatures et des commentaires. Peut-être que vous pouvez en dire un mot. Oui, en fait, c'est un livre, on va dire, urgent et express qui a été fait pendant la campagne électorale de 2023. Donc, pendant 30 jours à Troyes, on a écrit Cache le caricaturiste, moi et le professeur Achille Bunjoko. Nous avons fait la chronique électorale en suivant les 30 jours de la campagne électorale avec 3 entrées. Pardon. Une première entrée avec la caricature, une deuxième entrée avec, on va dire, un rapportage de chroniques quotidiennes, et puis on a également une troisième entrée qui est en fait une analyse des discours politiques qui a été réalisée. Donc c'est un bouquin qui est également publié chez Mabiki, mais qui n'est pas encore présenté. Là, j'ai eu la chance de m'en procurer ici, qui va être présenté à la fin du mois à Kinshasa, mais on a une trentaine d'exemplaires qui sont ici et qui vont être, je veux dire, présentés à la fin du mois. Mais pour ceux qui sont ici dans la salle, qui veulent s'en procurer, je crois que c'est possible. Avant Marché conclu. Kinshasa. Ouais. En tout cas, c'est un livre, les deux livres, je crois, je vous les conseille très, très vivement. Ça devient presque des outils indispensables pour comprendre ce qui se passe au Congo. Mais un grand, grand merci, M. Passion Ligodi et Mme Lina aussi, d'édition Mabiki, pour ces échanges extrêmement riches. Tout ce qui a été dit a été enregistré sur YouTube et sera publié sur YouTube. Donc, pour ceux qui ne sont pas là, vous pourrez encore revivre les événements ou bien vous informer, je crois, dans une semaine environ. Un grand merci de la part de l'Institut Egmont. Il y a ce mercredi un autre événement, il y a une conférence au musée de Tervuren sur les relations entre le Congo et l'Angola, qui est une co-organisation entre l'Institut Egmont, le Angola Research Network en Angleterre, le musée d'Afrique et le Afridesk de M. Jean-Jacques Wondo. Voilà. Merci.